Mes chers amis, vous aviez éveillé ma curiosité, et là vous captez mon attention. D'après Galilée, le grand livre de la nature est écrit en langage mathématique. À travers cette capsule, nous allons aborder un chapitre de ce livre consacré à la lunette astronomique. Pour introduire cette vidéo, observons les deux schémas suivants qui représentent le système solaire. À gauche, vous avez la vision géocentrique. C'est la vision que l'on a lorsqu'on se place à la surface de la Terre. Qu'est-ce que l'on voit? On voit notre satellite naturel, la Lune, notre étoile, le Soleil, et les autres planètes qui constituent le système solaire orbiter autour de la Terre. L'autre vision, c'est la vision héliocentrique. Cette fois-ci, c'est le Soleil qui est au centre. C'est pour ça qu'on l'appelle hélio. Hélios veut dire soleil en grec. Et les planètes du système solaire gravitent autour du Soleil. Quelle est la bonne vision? Celui qui a définitivement tranché cette question, c'est Newton. En effet, après avoir exprimé la force de gravitation, qui est la force qui régit le mouvement des astres dans le ciel, et après avoir énoncé sa deuxième loi, il en a conclu que c'était les astres les plus légers qui orbitaient autour de l'astre le plus lourd. Et donc ici, les astres les plus légers sont les planètes, et l'astre le plus lourd, c'est le Soleil. Donc c'est la vision héliocentrique qui est la bonne. Cependant, un siècle avant Newton, une observation a permis de valider le système héliocentrique. Donc, quelle est cette observation qui a permis ceci? Donc, pour répondre à cette question, nous allons tout d'abord faire des rappels au niveau de la lentille convergente, puis nous verrons de quoi est constituée une lunette astronomique et nous définirons son grossissement, et enfin, nous verrons les caractéristiques d'une lunette commerciale. Qu'est-ce qu'une lentille convergente? Donc là, je vous fais apparaître la représentation de deux lentilles. À gauche, vous avez une lentille divergente et à droite, une lentille convergente. Ces deux lentilles, en fait, ce sont des morceaux de verre, pour faire simple, et il y a une symétrie axiale, et qui vont être, vous voyez là pour vous montrer le principe, qui vont être éclairés par trois rayons lumineux. Dans la première situation, vous voyez la lentille divergente va faire diverger ces rayons qui étaient initialement parallèles. Dans la deuxième situation, les rayons vont converger à la sortie de la lentille en un point qu'on appellera plus tard le foyer image. Donc là, nous avons affaire à une lentille convergente qui fait converger les rayons, et là une lentille divergente qui fait diverger les rayons lumineux. Alors comment on explique ce comportement? En fait, ça dépend de la nature des faces de la lentille. Vous voyez, si vous avez des faces de forme concave, c'est cette forme-là que vous voyez ici, ici, ici et ici. Par contre là, elle va être convexe. Mais le caractère concave va l'emporter sur le caractère convexe. Donc dans ce cas-là, la lentille va être divergente. Maintenant, si les faces de la lentille ont une forme convexe, vous voyez ici, 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 là elle est concave, mais le caractère convexe l'emporte sur le caractère concave, mais là les rayons vont converger, donc la lentille va être convergente. Pourquoi une lentille convergente fait-elle converger les rayons lumineux? Pour ça, je vais reprendre la loi de Descartes, que vous avez dû voir en seconde, qui explique le phénomène de réfraction d'un rayon lumineux. Alors ici, nous avons en noir ce qu'on appelle un dioptre. En fait, c'est une surface qui va séparer deux milieux. Alors le milieu du dessus, on va l'appeler le milieu 1, qui va être caractérisé par son indice de réfraction N1. Alors qu'est-ce que l'indice de réfraction? C'est par définition le rapport de la célérité de la lumière dans le vide sur la célérité de la lumière dans le milieu considéré. Alors je vais prendre deux exemples. Si le milieu 1 est de l'air, son indice sera de 1. Dit autrement, la célérité de la lumière est la même dans le vide que dans l'air. Maintenant, si je prends comme milieu du verre, comme pour les lentilles, là cette fois-ci, l'indice serait égal à 1,6. Dit autrement, la célérité de la lumière est 1,6 fois plus grande dans le vide que dans le verre. Donc là, on a deux milieux, le milieu 1 d'indice N1 et le milieu 2 d'indice N2. Ce que vous voyez en rouge ici, c'est ce qu'on appelle le rayon incident. Et le point d'intersection entre le dioptre et le rayon incident ici, à partir de ce point-là, on va définir ce qu'on appelle la normale. C'est-à-dire c'est une droite perpendiculaire au dioptre en ce point. Et l'angle qui entre le rayon incident et la normale est appelé l'angle d'incidence. On notera ici IE. Alors le phénomène de réfraction dit que lorsque la lumière passe d'un milieu 1 à un milieu 2, le rayon va être réfracté dans le milieu 2, c'est-à-dire que la direction du rayon va être modifiée. Donc voici ici le rayon réfracté qui va être caractérisé par son angle de réfraction I2, c'est l'angle que fait le rayon par rapport à la normale. Et donc Descartes a trouvé cette relation-là qui relie
les deux angles incidents et réfractés ici, N1 fois sinus I1 égale N2 fois sinus I2. Alors ici, vous voyez, on voit que l'angle I1 est plus petit que l'angle I2. Alors la fonction sinus est une fonction croissante, c'est-à-dire que si I augmente, sinus augmente. Donc sinus I1 sera plus petit que sinus I2. Donc pour que l'égalité soit conservée, en fait, l'indice du milieu 2 doit être plus petit que l'indice du milieu 1. Donc N1 doit être plus grand que N2. Ce que j'ai mis ici. Alors maintenant, je vais revenir sur ma lentille. Voici une lentille convergente avec une face plane et une face convexe. Lorsque les rayons parallèles, la lumière arrive sur la face plane, ils ne sont pas déviés. Pourquoi? Parce que le rayon incident est confondu avec la normale. Dit autrement, le I1 ici vaut 0. Donc le I2 sera égal à 0. Parce que N1 fois 0, ça doit être égal à 0, ça implique que I2 doit être aussi égal à 0. Donc les trois rayons là ne sont pas déviés, ils poursuivent leur trajectoire de manière rectiligne. Ensuite, quand j'arrive sur la face convexe, alors d'abord on va prendre le cas ici. Donc là pareil, vous voyez, le rayon incident, il est confondu avec la normale. Donc pareil, il ne va pas être dévié. Par contre, si je viens ici, là je définis ma normale, donc par rapport à ce point, la droite qui est perpendiculaire à la face ici, en ce point, donc c'est le pointillé que vous voyez ici. Donc là ça me définit bien I1. Et donc là j'aurai I2. Et alors je peux deviner I2 a priori s'il va être l'angle plus grand ou plus petit que I1. Parce qu'ici vous voyez j'ai du vert. Donc le vert on a vu que son indice c'était 1,6. Et là j'ai de l'air. Donc je passe d'un milieu N1, d'indice plus grand, à un milieu N2, d'indice plus petit. Donc forcément I2 doit être plus grand que I1. En fait c'est la même situation que là, sauf que là je l'ai pris à l'envers. Je connaissais I1 et I2, j'en déduisais la relation qui était le plus grand entre N1 et N2. Là c'est l'inverse, je connais N1, N2, et j'en déduis que I2 est plus grand. Donc vous voyez le rayon, il va être dévié comme ça vers le bas. Et j'ai le même raisonnement ici, et vous voyez le rayon là, il va se dévier vers le haut. Donc les trois rayons vont converger à un point particulier, qu'on appelle le foyer image. Et donc ça explique pourquoi cette lentille fait converger les rayons. Comment modélise-t-on une lentille convergente? Donc là je vous fais apparaître la photo d'une lentille convergente. Donc vous voyez c'est un morceau de verre qui a la particularité d'avoir ce qu'on appelle un axe de symétrie ici. Donc on va modéliser cette lentille ainsi. Donc le premier trait horizontal là représente justement cet axe de symétrie. La double flèche ici c'est le modèle, la représentation de la lentille. Avec O, on appelle ça le centre optique. Donc ça c'est l'axe optique, ça c'est le centre optique. En fait c'est l'intersection entre le modèle et l'axe optique. Le point O serait situé par ici. Et de part et d'autre de ce point O, à égale distance, on trouve deux points particuliers qu'on appelle des foyers. À gauche vous avez le foyer objet, noté F, et à droite le foyer image, noté F'. La distance OF et OF' sont égales. F minuscule, c'est ce qu'on appelle la distance focale, qui est positif pour une lentille convergente et qui correspond à cette distance OF'. Une lentille convergente, il faut que vous vous rappelez de ça, elle est caractérisée par sa distance focale, le F qui apparaît ici, et pour une lentille convergente, cette distance focale est toujours positive. Quand vous allez chez un médecin des yeux, un ophtalmologue, si vous prescrivez des lunettes avec des verres, les verres vont être caractérisés par une certaine vergence. En fait, la vergence, c'est ce que vous voyez écrit ici, c'est l'inverse de la distance focale, et elle s'exprime en dioptrie. En fait, une dioptrie, c'est 1 mètre moins 1. Alors ensuite, maintenant, pour bien comprendre quelle est la conséquence de la distance focale sur la forme de la lentille. Je vous fais apparaître ici deux lentilles. Celle qui est à gauche, là, par rapport à celle qui est à droite, vous voyez qu'elle est plus bombée. Là, on dit qu'elle est très bombée. Là, elle est peu bombée. Quelle va être la conséquence de forme de la lentille? Là, vous voyez, celle qui est très bombée fait rapidement, si on peut dire ça ainsi, converger les rayons. Là, vous voyez, ça va converger, mais de manière moins rapide. Donc là, on dit, et vous le voyez, que la distance focale va être plus petite, et par contre, là, elle va être plus grande. Conséquence, elle, lorsqu'elle est très bombée, elle va être très convergente, et celle qui est peu bombée va être peu convergente. Si on prend les deux situations extrêmes, là, ce serait deux faces planes, et par contre, là, si je prenais une sphère, ça serait le maximum de la convergence. Qu'est-ce qui distingue objet et image? Alors, pour répondre à cette question, je vais prendre le schéma suivant, qui représente ici une lentille, et là, un objet, vous voyez, c'est une bougie. La bougie génère sa propre, c'est une source de lumière. Nous, on va considérer qu'elle est éclairée par une autre source de lumière située ici. Un objet situé entre la source de la lumière et la lentille constitue, par définition, ce qu'on appelle un objet. Ensuite, de l'autre côté de la lentille, là, on va avoir un écran.
et c'est là qu'on va pouvoir visualiser l'image de l'objet à travers la lentille. L'objet va être éclairé par ce lumière et les rayons issus de l'objet vont être déviés par la lentille et converger à un point, et c'est là que va apparaître l'image de l'objet à travers la lentille. Là, je vais vous présenter les 3 rayons caractéristiques à connaître pour construire graphiquement l'image d'un objet à travers une lentille. Donc il y en a 3. Le premier, c'est ceci. C'est-à-dire que vous devez savoir que tout rayon passant par le centre optique d'une lentille n'est pas dévié. Donc il poursuit sa trajectoire de manière rectiligne. Deuxième type de rayon à connaître, tout rayon passant par le foyer objet, donc ici, va être dévié par la lentille, mais va ressortir parallèle à l'axe optique. Et le troisième et dernier rayon à connaître, c'est celui-ci. Tout rayon arrivant parallèle à l'axe optique est dévié et passe par, cette fois-ci, le foyer image f'. Comment construire graphiquement l'image d'un objet à travers une lentille convergente? Donc, je fais apparaître ici un schéma qui représente donc une lentille convergente avec son centre optique, son foyer objet, son foyer image. AB, c'est justement mon objet. Donc le point A est sur l'axe optique et le point B, il est au-dessus, ici. Et donc, je vais vous expliquer comment je construis l'image de AB à travers la lentille. Donc tout d'abord, on va partir du point B, pas du point A. Parce que le point A, il est sur l'axe optique et on ne peut pas construire son image. Donc on part de l'autre extrémité de l'objet, du point B. Tout d'abord, on va utiliser la propriété du rayon vert ici. En fait, c'est le rayon qui est issu de B et qui passe par le centre optique. Et la propriété de ce rayon-là, c'est qu'il n'est pas dévié. D'où cette ligne droite là. Ensuite, je vais tracer un deuxième rayon qui est issu de B, qui passe par le foyer objet et qui, quand il arrive sur la lentille, il est dévié et il ressort parallèle à l'axe optique. Et vous voyez, l'intersection du trait vert et du trait bleu donne le point B'. Pour confirmer mon point B', je peux tracer un troisième rayon caractéristique qui est issu de B, parallèle à l'axe optique. Quand il arrive au niveau de la lentille, il est dévié et il passe par le foyer image f'. Et là, vous voyez, donc, il va aussi passer par B'. En fait, B', c'est l'intersection de ces 3 rayons caractéristiques. Une fois que vous avez ce point B', vous le projetez perpendiculairement sur l'axe optique et vous avez le point A', qui est l'image du point A à travers la lentille. Comment caractérise-t-on la taille d'un objet lointain? Je prends l'exemple de la Lune observée par une personne sur la Terre. En fait, on va utiliser cet angle qu'on appelle l'angle d'observation. Il faut savoir que pour la Lune et pour le Soleil, c'est un hasard, et les deux astres, vus de la Terre, ont le même angle d'observation, environ 0,5 degrés. Par rapport à cet angle, vous voyez, je vous fais apparaître le diamètre de la Lune et la distance, qu'on a noté L, qui sépare l'observateur du centre de la Lune. Et je vais définir l'angle alpha par rapport à ces deux dimensions. Plus précisément, je vais faire apparaître le demi-angle d'observation ici alpha sur 2. Pourquoi on fait ça? C'est pour avoir ici un angle droit et appliquer des formules de trigonométrie. Vous voyez que l'angle alpha sur 2, là, je peux le définir en appliquant la tangente. Donc tangente alpha sur 2, c'est égal au côté opposé du triangle rectangle, donc le D sur 2 là, divisé par le côté adjacent, c'est L. Il faut savoir qu'en trigonométrie, lorsque l'angle est petit, on peut approximer tangente alpha à la valeur instrument radian de l'angle. Donc si alpha est petit, je peux écrire la relation suivante, alpha sur 2, donc j'approxime tangente alpha sur 2 par alpha sur 2, égale D sur 2L. Et ainsi, je peux en déduire que alpha, c'est égal à D sur L. Donc voilà la relation qui permet de, à partir de la mesure d'alpha, déterminer soit D, soit L. Ensuite, deuxième question qu'on va se poser, c'est quel est le comportement optique de notre œil? Voici la même situation représentée, et surtout on va mettre à évidence le comportement de notre œil. Donc la Lune, on va considérer que c'est un objet dit à l'infini. Et dans ce cas-là, vous vous rappelez pour une lentille convergente, lorsque les rayons arrivent parallèles à l'axe optique, ils convergent sur le foyer image. Donc ici, vous voyez, ils ne sont pas parallèles à l'axe optique, mais ils sont parallèles entre eux. Et en fait, ils vont non pas converger sur le foyer, mais dans le plan qui contient le foyer. On appelle ça le plan focal image. Pourquoi? Parce que notre œil, en fait, va se comporter, une partie de notre œil va se comporter comme une lentille convergente. C'est ce qu'on appelle le cristallin dans notre œil, qui va faire converger
les rayons qui arrivent au niveau de notre œil. Si la Lune avait été parallèle à l'axe optique, en fait, si les rayons issus de la Lune avaient été parallèles à l'axe optique, en fait, l'image de la Lune aurait été ici. Comme les rayons parallèles issus de la Lune sont inclinés par rapport à l'axe optique, ils sont en dessous, mais situés toujours dans ce plan focal image. Quelle est la constitution d'une lunette astronomique? Imaginons que l'on veut observer un objet à l'infini, par exemple la Lune. Notre lunette astronomique que vous voyez représentée ici va être constituée de deux lentilles, une là et une là. La première, on appelle ça l'objectif. Son but, ça va être de capter la lumière de l'astre à observer et d'en faire une image à son foyer. Pourquoi? Parce que l'objet étant très loin, on considère que les rayons issus de cet objet sont parallèles et ils vont converger en f1' sur le foyer image de l'objectif. La deuxième lentille, on appelle ça l'oculaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est là que l'on va mettre notre œil, on va coller notre œil à l'oculaire pour pouvoir voir l'image de l'objet à l'infini. L'oculaire, en fait, il doit former une image à l'infini. Donc pour ça, il faut que les rayons passent par son foyer, ici, image, f2. Comme on a vu que les rayons convergeaient sur f1', donc la conséquence, il faut que f1' soit confondu avec f2. Une lunette astronomique est constituée de deux lentilles, l'objectif ici, l'oculaire là, et le foyer image de l'objectif doit être confondu avec le foyer objet de l'oculaire, de manière à ce que l'objet situé à l'infini forme ici une image à l'infini qui, par notre œil, va converger sur notre rétine. Ce type d'instrument optique avec deux lentilles, de manière à ce que les deux foyers soient confondus, on dit que c'est un système afocal. Comment construire l'image à travers une lunette astronomique? C'est un schéma qui représente les deux lentilles constituant ma lunette astronomique, sauf que par rapport à la diapositive précédente, là vous voyez, l'image ne se trouve pas dans l'axe optique de ma lunette. En fait, les rayons ne sont pas parallèles à l'axe optique, ils sont inclinés. On considère que l'objet que l'on va observer, qui est situé à l'infini, donc les rayons issus de cet objet seront parallèles. Le point A se trouve sur l'axe optique, donc le point A2 va se trouver aussi sur l'axe optique. Par contre, le point B, il est au-dessus. Donc là, vous voyez, je peux définir ce qu'on appelle l'angle d'observation alpha. Et là, alpha' sera l'angle d'observation vu par la lunette astronomique. Comment placer? Je vais d'abord trouver ce point B1. Comment? Alors, parmi les rayons parallèles issus de l'objet AB, je vais prendre le rayon qui passe par le centre optique de l'objectif. Ce rayon n'étant pas dévié, comme je sais que mon image est à l'infini, son image va se former dans le plan focal image de la lentille. Donc là où se trouve f1'. C'est pour ça que je sais que B1 est ici. Pour tracer le rayon noir, il suffit de dire là j'arrive donc parallèle au rayon vert, là je suis dévié, contrairement au centre, et je vais forcément rencontrer ici le point B1. Ensuite, une fois que j'ai ce point B1, donc là je peux en déduire que A1, B1 se trouve là, en projetant B1 sur l'axe optique, donc là j'ai le point AE. Donc ça c'est l'image intermédiaire. Maintenant, comment construire l'image de A1, B1 à travers L2? Là je vais partir de B1, et je vais tracer un rayon imaginaire. Pourquoi il n'est pas imaginaire? Parce que ce n'est pas un véritable rayon qui serait la prolongation du rayon vert, rayon noir. Et comme ce rayon passe par le centre optique, il n'est pas dévié. Et ça va me donner la direction des rayons issus de la lentille L2. Donc maintenant, par contre, si je prolonge le rayon vert, là, il va arriver ici. Donc là, il ne passe pas par le centre optique, donc il va être dévié. Il va être dévié de façon à être parallèle au rayon que j'ai tracé ici en pointillé. Et pareil pour le rayon noir. Donc là, vous voyez, ce n'est pas la taille de l'objet ni observé ni de l'image formée qui m'intéresse, mais l'angle, vous voyez, ce qu'on appelle ça l'angle d'observation. Donc là on avait alpha et là on a alpha'. Comment caractérise-t-on le grossissement d'une lentille astronomique? Voici d'abord la définition de ce qu'on appelle le grossissement. En fait, c'est le rapport de ces deux angles d'observation. Alpha', c'est l'angle qui est défini par rapport à l'image obtenu de l'objet à travers la lunette astronomique, et alpha, ça serait l'angle avec lequel serait vu l'objet observé sans lunette astronomique. Donc je vous fais apparaître le schéma qu'on a vu tout à l'heure, et vous voyez apparaître l'angle alpha et l'angle alpha' ici. On va les définir par rapport aux deux distances focales des deux lentilles, objectif et oculaire. Je commence par la lentille, l'objectif, et je vais définir mon angle alpha, qui est ici, mais aussi que je peux faire apparaître ici. Je peux dire que tangente alpha, c'est côté opposé sur côté adjacent. Donc je peux dire que c'est A1, B1 que divise F1. De la même façon, je peux définir l'angle alpha' par rapport à la distance focale de l'oculaire. Donc de la même façon, je peux dire que tangente alpha', c'est A1, B1 que divise F2. Si on fait de nouveau l'hypothèse que les angles d'observation alpha et alpha' sont petits, je peux faire l'approximation tangente alpha égale alpha, et donc c'est bien toujours égal à A1, B1 sur F1, et
Pareil pour alpha', A1, B1 sur F2. Là, je vais pouvoir remplacer alpha et alpha' par leur expression. Ça me fait ça. Les deux A1, B1 vont s'éliminer et j'obtiens donc F1 sur F2. Donc voilà l'expression du grossissement d'une lunette astronomique en fonction des deux distances focales des deux lentilles qui constituent la lunette astronomique. Donc l'objectif de distance focale F1 et l'oculaire de distance focale F2. Comment interpréter les caractéristiques d'une lentille astronomique commerciale? Voici un exemple de lunette astronomique vendue dans le commerce. J'ai recopié en fait la description de cette lunette. Alors on dit que la première partie qu'il constitue, c'est un tube optique de lunettes avec, on vous donne deux valeurs numériques, 70 et 700. Sous-entendu, 70, c'est l'objectif achromatique de la lentille de 70 mm. Dit autrement, en fait, ça veut dire que l'objectif a un diamètre de 70 mm. Et 700 mm de focale, ça c'est la distance focale de l'objectif. Avec système de mise au point coulissant permettant d'allonger le tube optique de 31,75 mm. Deuxième caractéristique, on vous dit qu'il y a deux oculaires qui sont vendus ensemble. Le premier grossissant 28 fois et le second grossissant 70 fois. L'objectif se trouve ici, c'est lui qui va être pointé vers l'astre à observer. Là vous avez le tube et là vous avez l'oculaire. Alors imaginons qu'on vous pose la question suivante, quelle est la distance focale de l'objectif? Et en fait vous voyez c'est la donnée qui est ici, donc on peut dire que la distance focale de l'objectif c'est 700 mm. Quelles sont les distances focales des oculaires? Pour les calculer ces deux distances focales, on va utiliser le fait qu'on nous ait dit ici grossissant 28 fois et grossissant 70 fois. Parce que là, juste avant, on a vu que le grossissement est défini ainsi, c'est le rapport des distances focales entre la distance focale de l'objectif et la distance focale de l'oculaire. Donc de cette relation, je peux en tirer l'expression de F2. La distance focale de l'oculaire, c'est la distance focale de l'objectif que divise G. Donc je vais appliquer cette relation pour mes deux grossissements. D'abord le premier oculaire, le grossissement vaut 28. Donc si je fais 700 que divise 28, je vais trouver une distance focale de 25 mm. De la même façon, pour le deuxième oculaire, il suffit de diviser 700 par 70, et là je vais obtenir 10 mm. Donc voici les deux distances focales correspondant aux deux oculaires. Pour conclure, revenons à la question qu'on s'était posée lors de l'introduction et qui était la suivante. Quelle observation a permis de valider le système héliocentrique? En fait, il s'agit de l'observation qu'a réalisée Galilée en 1610 avec une lunette astronomique et celle-ci avait un grossissement de 14. Alors qu'est-ce qu'il a observé? En fait, il a observé les lunes de Jupiter. Vous voyez ici sur le schéma, vous voyez il y a Jupiter et les petits points blancs là, avec leurs orbites. Donc Jupiter a des satellites naturels. Donc là vous avez, je vous ai mis le dessin qu'a réalisé Galilée et qui illustre ses observations des lunes de Jupiter en 1610. Vous voyez, chaque nuit, il observait donc Jupiter et il a noté la position des différentes lunes de Jupiter. Et donc elle a conclu que des astres tournaient autour de Jupiter. Donc c'est la première fois, donc ceci grâce à une lunette astronomique, qu'on observait à partir de la Terre des objets en mouvement autour de notre objet. Donc qu'est-ce qu'il en a conclu Galilée? Il a conclu que tout ne tourne pas autour de la Terre et que en fait le principe c'est quand on a un objet massif, il peut y avoir d'autres objets qui tournent autour. Et comme il savait que le Soleil était plus massif que la Terre, il a conclu que d'après cette logique, ça devait être la Terre qui devait tourner autour du Soleil. Donc ça lui a inspiré qu'il fallait plutôt valider le système héliocentrique que le système géocentrique. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite bon vent les scientifiques. Une dernière chose, docteur. Quoi encore? Il est de coutume ici dans le Sud, lorsqu'on vient de conclure un accord, que les deux parties se serrent la main.